Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, tout d'abord, au nom de Gilles Dekerckhove, le coordinateur pour la lutte contre le terrorisme de l'Union européenne, je souhaite remercier beaucoup Elie Barnavi et Benoît Remiche pour l'organisation de ce séminaire fort intéressant. Monsieur Dekerckhove lui-même aurait beaucoup aimé être ici avec vous, mais juste là, en ce moment, les ministres de justice de l'Union européenne parlent de la radicalisation aux prisons. Donc, bien sûr, il doit être là. Moi, je vais essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées et d'aborder d'abord le contexte général. Qu'est-ce qu'on a fait depuis Charlie Hebdo au niveau de l'Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme, et plus précisément parler sur deux défis, ce qui est l'environnement pour le partage d'informations et aussi la prévention à la radicalisation. Donc, ce qui est le cadre général, depuis début 2015, Charlie Hebdo, l'Union européenne a fortement musclé son dispositif pour la lutte contre le terrorisme. Moi, j'ai déjà beaucoup plus longtemps travaillé dessus et je trouve, ou je peux constater une différence jour et nuit. Comme a été dit, les États membres sont les premiers responsables pour la lutte contre le terrorisme, mais ils ne sont pas les seuls responsables. Le traité de Lisbonne donne une compétence partagée pour la sécurité intérieure à l'Union européenne et aux États membres, mais en même temps donne la seule responsabilité en sécurité nationale, ce qui est le renseignement aux États membres. Dans la réalité, environ 90% du travail lutte contre le terrorisme est fait au niveau des États membres et l'Union européenne soutient avec environ 10%. Si vous regardez les sondages des citoyens, il y a plus que 80% en Europe qui souhaitent que l'Union européenne fasse plus en matière de sécurité, en matière de lutte contre le terrorisme. Et nous, on a essayé de répondre à ça. Le président de la Commission Juncker a lancé récemment l'Union pour la sécurité. Donc, il y a une vision très forte pour l'Union d'être plus active dans ce domaine. Il a nommé le commissaire King à cet égard. Et aussi, le président du Conseil européen, Tusk, a lancé une agenda positive pour l'Union européenne. Et l'un des sujets là-dedans, c'est la sécurité intérieure, les frontières et le terrorisme. Et en 2015, juste après les attentats à Paris à Charlie Hebdo, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont donné un peu une feuille de route sur les sujets prioritaires qu'on devait travailler. Et ça s'articule autour de 3 paniers. Le premier est ce que classiquement on fait, c'est le répressif. Donc, c'est le partage d'informations, je vais revenir là-dessus, l'agence de police européenne Europol, mais, et maintenant je réponds à votre question sur Schengen, aussi beaucoup pour renforcer les contrôles aux frontières extérieures. Est-ce que ça serait une réponse de dire on va ne plus avoir les libertés de Schengen? Moi, je ne pense pas. Pour plusieurs raisons. Une, on dit toujours que pour ne pas que les terroristes gagnent, il ne faut pas sacrifier les libertés. Et la libre circulation dans l'espace Schengen pour les citoyens de l'Union européenne, c'est quand même quelque chose de fantastique qu'il faut garder à tout prix. Mais avec ça, bien sûr, il fallait travailler beaucoup pour renforcer les frontières extérieures, pour que, ici, par exemple, en Belgique, on fasse confiance au contrôle des frontières qui sont faits en Grèce ou ailleurs. Et on a fait ça par adapter le cadre législatif, on a musclé notre agence qui est maintenant devenue une vraie agence de frontières qui s'occupe aussi des aspects terrorisme liés aux frontières. Et on a aussi mis en place plusieurs outils pour collecter plus de données quand il y a des gens qui entrent à les frontières extérieures. Et aussi pour les réfugiés, on a musclé le dispositif de contrôle commun. Et la deuxième raison pourquoi ça ne serait pas une solution, c'est un peu un trend qu'on n'a pas trop soulevé aujourd'hui. Et c'est qu'aujourd'hui, Daesh est très sous pression en Syrie et en Irak. Donc, ils appellent plus aux jeunes de se rendre en Syrie et en Irak. Ils disent plutôt, vous pourrez rester chez vous et commettre des attentats chez vous à la maison. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les homegrown. Et ça ne voyage pas. Donc, et si on regarde les derniers attentats, ils ont souvent été commis par ces gens-là.
Et donc, ça ne résoudrait pas ce problème non plus. Mais ce qui est possible pour les États membres, c'est d'avoir temporairement quelques contrôles à l'intérieur qu'on fait aujourd'hui. Le deuxième panier sur lequel les chefs d'État ont dit qu'il fallait travailler, c'est la prévention à la radicalisation, mais aussi la sauvegarde des valeurs et les politiques comme l'éducation, la culture, les opportunités pour les jeunes. Et le troisième, c'est l'externe, les partenariats avec nos pays voisins, où il y a vraiment une sécurité partagée, donc le nord de l'Afrique, partout de la Méditerranée, les Balkans occidentaux, la Turquie. Et on travaille beaucoup pour construire des partenariats de lutte contre le terrorisme avec ces pays-là. Donc ça, un peu pour le contexte général. Et maintenant, je reviens au défi qui est vraiment grand et qui est aussi nécessaire dans un espace où il n'y a pas de contrôle aux frontières extérieures, c'est ce sujet de l'information. Et ce n'est pas seulement le partage, en fait, il y a un triptyque. Il y a la collecte, il y a le partage et il y a l'analyse, qui est aussi très important. Il y a une difficulté à laquelle nous faisons face, et c'est la protection de la vie privée qui s'est accentuée beaucoup plus en Europe maintenant avec des jugements, par exemple, de la Cour européenne de justice. Il y avait plusieurs depuis l'affaire Snowden. Par exemple, une qui pose des difficultés, c'est que ce n'est plus possible d'avoir une rétention de données généralisée dans la population. Donc, ça veut dire les données de connexion, qui a appelé à qui, ça n'est pas disponible maintenant obligatoirement d'après la Cour. Donc, il faut trouver des solutions pour ça. Et à notre avis, il faut peut-être rééquilibrer un peu plus le côté sécurité du débat et peut-être creuser un peu plus aussi le concept comme le privacy by design, utiliser des technologies pour quand même avoir des protections de la vie privée, mais en même temps aussi pouvoir avoir tout ce qui est nécessaire pour la sécurité. Il y a d'autres défis, et d'ailleurs, la protection à la vie privée pourrait poser des défis aussi pour, par exemple, le développement de l'intelligence artificielle ou aussi d'autres outils de sécurité comme des background checks qu'on fait à travers des logiciels. Il y a aussi un autre défi qui est un peu ce que j'ai dit avant. La coopération de renseignement a lieu en dehors de l'Union européenne. En ce qui est la collecte des données, on travaille en ce moment, par exemple, sur les preuves digitales. On a entendu avant, aujourd'hui, les terroristes font beaucoup sur Internet. S'ils reviennent de la Syrie, il faut les mettre en justice pour pouvoir faire ça. Bien sûr, il faut avoir des preuves. Souvent, ils sont aux États-Unis, dans les grandes boîtes Internet. Donc, on essaie de trouver une solution pour ça. On travaille aussi sur le cryptage. Et aussi sur la biométrie, il faut utiliser beaucoup plus des empreintes digitales, des photos, et on est en train de muscler ça. En ce qui est le partage, et vous avez dit, est-ce qu'il y a des choses concrètes qu'on fait? On a deux agences qui s'appellent Europol pour la police et Eurojust pour la justice. Et là, vraiment, ça a beaucoup monté en puissance dans les dernières années. Donc, par exemple, après les attentats de Paris et Bruxelles, sur demande des États belges et français, Europol a beaucoup aidé à l'analyse et à l'investigation après les attentats, a fait des cross-checks avec des données, d'autres données qu'ils ont. Et aussi, dans le cadre d'Eurojust, où il y a les magistrats de toute l'Europe, ils ont travaillé pour coordonner les enquêtes, pour échanger des preuves, pour faire des enquêtes communes. Donc là, c'est très concret et c'est mobilisé de plus en plus par les États membres. Et aussi, les services de renseignement, ils ont créé leur propre plateforme. Donc, il y a de plus en plus d'échanges de données. Et il y a une initiative qu'on fait qui vraiment va changer la donne. Et ça,
c'est l'interopérabilité de bases de données. On a beaucoup de bases de données au niveau européen, mais maintenant, on veut vraiment connecter tout ça et être beaucoup plus sûr que l'identité des personnes est vraiment la bonne. Le travail est au début, mais une fois que ça sera fait, ça va être vraiment un sea change de comment on travaille là-dessus. Mais ça ne suffit pas, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations, il y a tellement de personnes radicalisées. Par exemple, les chiffres seulement pour la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, pour les autoradicalisés, ça semble être autour de 60 000 personnes. Donc, avec tout ça, comment est-ce qu'on priorise, comment est-ce qu'on analyse les informations? Ça, c'est un grand défi. Et là-dedans, par exemple, le président Macron a proposé maintenant une académie européenne de renseignement pour former ensemble les analystes. Il y a aussi d'autres opportunités. Le big data, par exemple, on peut peut-être détecter des gens qui consultent quelques sites ou qui font des choses sur Internet beaucoup plus systématiquement. Donc ça, c'est pour ce qui est l'environnement de partage d'informations. C'est vraiment un domaine où on a beaucoup travaillé. Les échanges sont maintenant très, très, très hautes. Les bases de données sont aussi beaucoup plus consultées. Donc là, il y a des progrès énormes. Le deuxième défi que je voulais mentionner brièvement, c'était la prévention à la radicalisation. Et là, il y a une forte demande des États membres pour l'Union européenne de soutenir plus, de s'engager plus. Donc, on a une réflexion en cours, comment est-ce qu'on pourrait encore renforcer tout ça, parce que ça reste l'un des défis les plus difficiles. Et là-dedans, il y a un domaine qui a été mentionné plusieurs fois aujourd'hui, l'idéologie. C'est le domaine qu'on a travaillé le moins jusqu'à maintenant. Mais les chefs d'État et de gouvernement ont dit qu'il fallait maintenant s'y mettre. Et donc, on commence à travailler dans plusieurs États membres. Il y a aussi des initiatives à cet égard. Donc, c'est certainement un des sujets sensibles, mais où il faut qu'on s'engage beaucoup plus. Il y a aussi quelque chose que les chefs d'État et de gouvernement souhaitaient, et c'était de mobiliser beaucoup plus des politiques que l'Union européenne a dans d'autres domaines, comme l'éducation, l'Erasmus. Et là, un projet concret qu'on a lancé, c'est un Erasmus virtuel cette année, où, par exemple, une classe ici, en Bastogne, pourrait se mettre avec une classe au Caire, ils suivent un cours ensemble pendant 3 ou 4 mois. Et donc, et aussi, on a un autre programme, par exemple, où des écoles ou d'autres organisations peuvent inviter des personnes qui sont un peu des personnes de référence et inspirer les jeunes. Les autres domaines, mais là, je vais juste les nommer avant de terminer. On travaille beaucoup sur radicalisation sur Internet avec les grandes boîtes, sur l'automatisation de détecter les contenus terrorisme, de les enlever, mais aussi on soutient, ce matin quelqu'un a dit, il faut les jeunes qui fassent le contre-narratif, donc on soutient ça aussi. Et un autre domaine où il faut vraiment avancer, c'est la réhabilitation de ceux qui reviennent de Syrie, d'Irak. Il y a déjà 1500 qui sont revenus en Europe, donc c'est beaucoup, beaucoup, et ce n'est pas facile. Donc, pour conclure, je dis que le rôle de l'Union européenne aujourd'hui en matière de lutte contre le terrorisme est beaucoup plus fort que dans le passé, que aussi le terrorisme a été un peu un fil et un driver pour l'intégration européenne dans ce domaine, et qu'on est sur la bonne route de soutenir les États membres là où ils souhaitent que l'Union européenne soit active. Merci.